Salut à toutes et à tous, salut la team Showfoot, 100% football, saison 1, épisode numéro 16. On va revenir sur les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec des analyses de mon gars, toujours comme vous savez. Chris, comment ça va mon gars? Super mon gars, on est là, donc voilà, comme d'hab, on a bossé, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Burkina Faso, Tunisie, victoire du Burkina, 1-0. Le Burkina qui a eu beaucoup d'occasions sur ce match. Certes, sur la fin, la Tunisie a eu la maîtrise, mais pour moi, c'est une victoire amplement méritée sur un but de Ouattara juste avant la mi-temps. Donc, le Burkina a su tenir le score jusqu'à la fin. Un petit mot sur ce match? Honnêtement, c'est ce qu'on avait prévu, donc on se disait qu'il allait avoir une victoire du Burkina. Ce qui a été surprenant dans cette rencontre-là, c'est un petit peu l'activité du Burkina d'entrée de jeu, parce que ayant l'absence de Bertrand Traoré, donc je pense qu'ils avaient à cœur d'entrer, taper fort, et c'est ce qu'ils ont fait, ça a marché, et puis sur la fin, une fois qu'ils ont réussi à marquer ce but-là, ils se sont un peu plus protégés, ils ont muré, ils ont bétonné la muraille, avec un excellent absolu. Bon, on aurait pu s'attendre quand même à une rencontre beaucoup plus déséquilibrée sur le plan physique, parce que le Burkina, on sait qu'il a quand même connu une prolongation. Le Burkina qui a eu du mal à sortir du groupe. Donc la Tunisie qui a eu beaucoup de joueurs au frais parce que Covid, etc. Donc on s'attendait à une Tunisie beaucoup plus flamboyante sur le plan athlétique. Mais ça n'a clairement pas été le cas et la victoire elle est somme toute logique pour les Burkinabés. Clairement. C'est vrai quand même qu'on a eu une équipe de Tunisie qui a poussé, mais bon, il était déjà trop tard. Chapeau bas à cette équipe du Burkina qui nous ont montré une prestation sur le plan technique et tactique vraiment de haut niveau. Moi j'ai été surpris quand même par le jeu, que ce soit la défense centrale qui ressortait toujours proprement les ballons et le gardien Kofi qui a beaucoup d'assurance. Donc une victoire. Le dégagement qui était toujours excellent, toujours retrouvé un joueur. C'était super. En tout cas, belle victoire du Burkina, malheureusement pour les Tunisiens qui vont devoir vite se remettre dans le bain parce qu'il y a une qualification en Coupe du Monde à aller chercher. Donc bonne chance aux Tunisiens, mais bon, je pense que la victoire n'était pas volée. Certes, il y a une action litigieuse à un moment sur Wabi Kazri qui se prend un tacle, mais à la fin de l'action. Ouais. Donc cette action-là, on va revenir un peu dessus parce que c'est une action qui a fait polémique. Je pense que beaucoup de gens ont envie d'avoir des analyses aussi sur ça. Pour ma part, il y a faute en amont de l'action, mais pas penalty. Donc le joueur, il dégage le ballon, mais il y a un excès d'engagement du défenseur qui porte atteinte à l'intégrité physique du joueur. Donc j'aurais pas été choqué qu'il y ait un carton jaune, voire un carton rouge. Mais bon, comme il dégage le ballon, je n'aurais pas mis penalty. Je sais pas pour toi, mais qu'est-ce que tu en penses? Écoute, pour moi c'est simple, il n'y a pas penalty tout court, il n'y a pas faute tout court. Donc excès d'engagement, je pense pas, parce que c'est pas la première fois qu'on voit ce genre d'action, surtout pendant une CAN. On se rappelle bien du match d'ouverture de cette CAN-là avec un tacle assez similaire de Steve Yago. Toujours du Burkina Faso. Du Burkina Faso, de Yago sur Faye Collins, ouais c'est ça. Donc un tacle avec un pied très levé. Il y a eu juste une simple faute, un rappel à l'ordre et tout. Donc, pour moi, clairement, il n'y a pas ni faute ni penalty. Il dégage le ballon et puis voilà. Ok. Bon, deuxième rencontre de ces quarts de finale, le Cameroun. Le Cameroun qui jouait face à la Gambie. Le Cameroun qui a gagné 2-0 avec énormément d'occasions de la part des Camerounais. Et on peut dire avec énormément de maîtrise. Donc ce qu'on a pu reprocher à cette équipe du Cameroun, c'est d'être fébrile sur le plan défensif, d'avoir un milieu de terrain très peu constant. Donc est-ce que tu estimes que le Cameroun a commis les erreurs de la phase de poule et des huitièmes de finale et aborde ces demi-finales avec plus d'assurance? Gommer les erreurs, plus ou moins, on va dire. Je dirais pas gommer les erreurs. Et je pense plutôt que certaines individualités se sont remises en question. En l'occurrence, en défense centrale avec Castelletto qui a fait un excellent match.
au milieu de terrain, c'est toujours aussi poussif. C'est pas encore la mayonnaise, elle prend pas encore totalement. C'est vrai que on a Angla qui est un petit peu plus à l'aise, qui a des balles qui sort du lot, mais voilà, c'est le seul. Et pour ce qui est du jeu en lui-même, de l'équipe en elle-même, ils ont usé tactiquement. Donc tactiquement, ils étaient en place et puis ils ont adopté un système qui fonctionne toujours face à des équipes qui font un bloc, qui sont assez bas en bloc. La patience, faire tourner, être patient, ne pas forcer, ne pas toujours se lancer. Donc faire tourner, être patient et indirectement, les failles se libèrent. Donc c'est ce qui s'est passé. On a vu un Cameroun aussi qui abusait des centres. Donc on sait que l'un des points forts de cette équipe camerounaise, c'est le jeu aérien avec Aboubacar Vincent, avec Toko. Donc Toko, auteur d'un doublé, hein, on le rappelle, 50e et 57e. Donc il devient deuxième meilleur buteur de cette compétition. Donc très grosse performance de la part de Toko. Mais bon, sur un bloc bas comme ça, on a vu que centrer beaucoup de centres, ça portait ses fruits. Donc est-ce que tu penses que, pour revenir sur le plan tactique, que vraiment le jeu du Cameroun n'a pas été lisible en grosse partie à cause de son milieu de terrain, qui n'a pas su imprégner, qui n'a pas su imposer son jeu vis-à-vis de l'adversaire? Déjà depuis le début de cette CAN, le jeu du Cameroun est très difficilement analysable parce que déjà ils n'ont jamais le même fonctionnement. Donc la charnière, surtout au milieu de terrain, la doublette Zambo-Anguissa, la triplette même des fois. Des fois c'est une triplette, des fois c'est une doublette, Ongla Zambo, avec un Ngouet qui est un peu plus en retrait. Donc souvent ça change. Et le truc c'est que ce milieu de terrain est peu créatif. Donc du coup ça fausse un petit peu les analyses parce qu'on ne peut pas identifier automatiquement quel est le système mis en place. Mais par contre, sur ce match contre la Gambie, on a tout de suite compris quel était le but en fait du système mis en place, le dispositif, on va dire le turnover qui est devenu habituel de Conceição, qui change automatiquement ces deux hommes de pouvoir, toujours, de manière à mettre en place cette intensité sur les côtés. Et il s'avère que là, lors de ce match-là, à force de répéter cet exercice-là, ça a eu des résultats. Ça a apporté ses fruits. C'est vrai que clairement, depuis le début de cette CAN, les joueurs de côté ressortent considérablement. Quand on compare le rendement de Faye, Tolo sur le côté gauche, Moumi à droite, Toko, ils sont clairement les facteurs décisifs de cette équipe, à contrario des joueurs axiaux qui peinent un peu à s'imposer dans cette équipe, à part Aboubacar qui termine les actions. C'est vrai que la charnière centrale elle a beaucoup changé, et au milieu aussi on a vu Ngouet, on a vu Koundé, en défense centrale on a vu Moukoudi, on a vu Onguéné. Donc c'est peut-être aussi ça qui explique le nombre de buts que le Cameroun a encaissé, parce que c'est vrai que cette équipe du Cameroun elle a quand même encaissé 4 buts. Pour une équipe qui veut aller au bout d'une compétition, c'est énorme. C'est énorme, surtout quand on a un gardien de haut niveau comme celui qu'on a, comme celui que le Cameroun a. C'est énorme 4 buts. Parce que quand on regarde le Sénégal de l'autre côté avec Bondy, c'est un seul but encaissé et c'était lors du dernier match. Bon, pour terminer sur ce match, un petit mot sur la Gambie. La Gambie qui a malgré tout fait un très bon tournoi. La Gambie qui termine sur un quart de finale face au pays organisateur, qui n'a pas volé sa place en quart de finale. Je sais que c'était ton équipe un peu de cœur, donc est-ce que tu peux nous dire un petit mot pour conclure cette rencontre, pour finir sur la Gambie? Qu'est-ce que tu peux dire sur la Gambie? Qu'est-ce que je peux dire sur la Gambie? C'est juste que la hiérarchie a été respectée.
C'est une très belle équipe de Gambie, mais malheureusement sur ce coup-là, le Cameroun était bien supérieur au-dessus, que ce soit techniquement, tactiquement, même les choix étaient plus abordables côté camerounais que côté gambien. Pardon. Ce qui donne le résultat final, quoi. C'était un bon match. Et pour une fois, les deux équipes se sont données à cœur joie. Ok, parfait. Maintenant, on va passer au match du Sénégal. Le Sénégal qui est opposé à la Guinée équatoriale. Le Sénégal qui s'est imposé sur le score de 3-1 avec des buts de Famara Diédhiou, Sékou Kouyaté et Ismaïla Sarr. Donc 3-1, un but de Bouila à la 57e minute, un but qui a un peu secoué cette équipe du Sénégal. Donc une victoire un peu trompe-l'œil parce que 3-1, ça semble facile, abordable. Au contraire du Cameroun qui était tout en maîtrise, le Sénégal a eu un peu plus de mal à maîtriser son sujet au vu de la qualité de l'équipe, au vu de l'effectif. Est-ce que tu penses que le Sénégal n'a pas commis toutes ses erreurs et encore des choses sur lesquelles il doit revenir? La première des choses à saluer dans ce match-là côté sénégalais, ce qui sera le point positif, c'est le coaching payant. L'entraîneur a fait un très bon travail, du très bon boulot parce que quand il y a l'égalisation côté équato-guinéen, donc il fait entrer quelques pions vraiment décisifs, dont Ismaïla Sarr. Et là, tout de suite, les automatismes se sont tout de suite créés. Donc, une fois de plus, on a compris que cette équipe du Sénégal-là a beaucoup de joueurs et que le changement de dispositif, je ne sais pas si tu te rappelles, dans les épisodes précédents, j'en avais parlé, j'en avais touché deux mots. C'est à croire que c'est à croire que le coach regarde au foot. Donc voilà, je disais qu'il fallait tourner, il fallait essayer un autre dispositif, il fallait essayer une autre manière d'aborder les rencontres. Et c'est ce qui a été au préalable fait, parce que là on a eu certains joueurs qui ont brillé et au dépend d'autres joueurs. Donc on a un Nampalys Mendy qui est excellent. Homme du match d'ailleurs. Homme du match qui était excellent au milieu de terrain. On en oublierait presque Idrissa Gueye. Donc on a une entrée décisive de Sékou Kouyaté, pareil. Donc on encensait encore lors du 8e de finale Pape Gueye. Et là tout de suite l'orgueil est piqué et décisif. Sékou Kouyaté, l'ancien, il remet tout le monde d'accord. On a Ismaïla Sarr qui fait une entrée là pour le coup on dirait prolifique parce que je pense que c'est son premier tir. Ouais, mais après tout en fraîcheur, ça, Ismaïla Sarr il n'a pas joué de la CAN. Exactement. Donc il vient avec une fraîcheur psychologique qui est très très importante dans ce genre de tournoi où les joueurs sont usés mentalement et physiquement. Donc ça s'est vu tout de suite sur ses courses, sur ses prises de balles, ses déplacements. Et c'était très marquant la différence de physique, de niveau qu'il y avait entre lui et les défenseurs. Et puis on a aussi un Sadio Mané qui a repris du poil de la bête, qui nous fait aussi un très bon match. Mais le début du Sénégal, c'est pas ça, quoi. Le début de match, c'est pas du tout la fin de rencontre. Parce qu'on a une équipe qui a beaucoup de mal face, on va dire essentiellement face à des petites équipes qui font quand même bloc bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'inverse du Cameroun contre la Gambie qui installe un système de jeu basé sur l'attente, les principes tactiques, les projections rapides. Le Sénégal, lui, se heurte considérablement sur les murs. Donc, ce qui fait que c'est un point sur lequel il devrait essentiellement travailler. Comment est-ce qu'on peut réussir à jouer une équipe qui joue en bloc bas comme la plupart de leurs adversaires, toujours été en retrait, toujours défensif, qui attendent toujours la petite erreur pour surgir sur un contre.
comment est-ce qu'on peut jouer ce genre d'équipe-là? Bon, moi, je pense que sur ton analyse, je rejoins ton analyse, je pense que le Sénégal manque clairement de patience. Dans le sens où on voit un Sénégal qui est toujours rayonnant face aux sélections du même acabit qu'elle, du même calibre. Donc c'est une sélection qui a l'habitude de faire des différences sur le plan tactique, technique face à des adversaires quelque peu similaires. Donc quand il faut faire face à un bloc bas, je pense que les joueurs du Sénégal manquent un peu de patience, qu'ils manquent d'entrain et ne laissent pas assez sortir l'adversaire. C'est pour ça qu'ils se heurtent beaucoup aux équipes. Mais bon, on verra en demi-finale. C'est vrai que face à une équipe du Burkina, ça peut être le même problème. Donc on verra bien ce que ça donne. Un petit mot sur l'équipe de Guinée équatoriale où vraiment ils ont été au bout des choses et ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Franchement, honnêtement, ils sont allés au bout. C'est vrai qu'il y a un penalty qui n'est pas sifflé. La main Qui n'est pas sifflé. Et puis même aussi au contrôle-VAR, demander, réclamer, qui n'est pas... Je ne sais pas s'il a été même... Il n'a même pas été checké. Il n'a pas été checké. Donc ce qui fait que ça donne un coup au moral. Et à ce moment-là, si on est sur une égalisation sur penalty et une remontée au score sur le but guinéen qui a suivi dans les minutes qui ont suivi, je pense que la rencontre elle est toute différente. Ok, d'accord. Bon, on va passer à la dernière rencontre de ces quarts de finale. Une rencontre au sommet, on va dire, tu vois, entre deux équipes qui étaient les deux équipes les plus proches sur le papier ou sur le plan de cette rencontre. Donc c'était le quart de finale le plus discuté, on va dire, qui avait où il y avait le moins de certitude. L'Égypte contre le Maroc. L'Égypte qui s'est imposée en prolongation sur un but de Trezeguet. Au préalable, Salah avait égalisé. Il avait égalisé parce que le Maroc avait pris l'avantage par Sofiane Boufal sur un penalty. Donc, comme on le disait, hein, l'Égypte, équipe patiente, qui ne panique pas, certes qui prend des buts, qui peut prendre un but, mais qui garde sa ligne de conduite et tout. Et dans l'analyse qu'on avait faite de ce quart de finale, on a retrouvé un peu sensiblement le match qu'on avait annoncé. C'est vrai que tu avais annoncé une victoire de l'Égypte sur un but d'écart, donc sur 1-0. Et moi, j'avais vu le match aller en prolongation. Donc, au final, les analyses étaient quelque peu positives. Donc, par rapport à ce match, qu'est-ce que toi, tu peux dire Est-ce que je peux dire par rapport à ce match, c'est que... Un expert de foot, quoi. c'est le coaching. Tu sais, quand on arrive dans la dernière ligne, là, le coaching, il est extrêmement précieux. Et quand un coaching est foiré, le résultat se fait ressentir. Quand un entraîneur perd La maîtrise, quand il perd le fil, la maîtrise du match, tout s'éclate, ça s'explose. Mais c'est pas possible. Parce que je respecte énormément coach Vaïd Aliloudzik, mais là, sur ce match-là, honnêtement, je n'ai pas compris quelle était la stratégie qu'il voulait adapter à son équipe. Je ne l'ai pas compris parce que quand on a un match comme celui-là, on le travaille à fond, on met ses meilleurs éléments parce que c'est une qualification pour les demi-finales qu'on va chercher. Les Égyptiens l'ont très bien fait. Et quand on a ces meilleurs éléments sur le champ de bataille, à moins que ce soit vraiment un cas d'extrême majeur, il ne faut surtout pas enlever ces points forts de la partie. Tu fais peut-être allusion à la sortie de Sofiane Boufal, qui est remplacé à la 66e minute. Exactement. Sofiane Boufal, qui je le rappelle, est le meilleur joueur pour l'instant avec Hakimi de cette équipe du Maroc, enfin qui était, parce que c'est terminé, l'aventure s'est terminée pour eux. Il sort El Nesri, le buteur de l'équipe aussi, qui vraiment avait à cœur de montrer de quoi il était capable de faire la différence. Est-ce que tu penses que ces deux changements-là, ils ont été décisifs? Parce qu'on a clairement vu qu'en prolongation, parce que le fil du match, c'est quoi? C'est une domination du Maroc, on va pas se mentir. Salah qui marque un but sur un exploit quand même, parce que c'est Mohamed Salah. Et tu sens que le Maroc a des armes beaucoup plus importantes que cette équipe égyptienne.
Et après la sortie de Bouffal, la sortie de El Nesri, tu sens que l'équipe est un peu désemparée par rapport à ces changements-là. Est-ce que tu penses que psychologiquement, le match il était gagné à ce moment-là? Ouais. Le match il était gagné à ce moment-là, clairement. C'est le coaching, c'est ce que je viens de dire, c'est que quand un entraîneur commence à paniquer et perd le fil de la rencontre, de l'autre côté, Ça insuffle ça insuffle aussi à l'autre un second entraîneur, souffle. ça lui donne un second souffle, donc il constate que son adversaire est en train de perdre le pied. Donc la sortie de Sofiane Bouffal, alors que clairement, Mounir El Haddadi était pas du tout dans son meilleur, il faisait pas, enfin, pour faire simple, il jouait pas son meilleur football. S'il fallait sortir quelqu'un, c'était lui. Mais quand l'entraîneur égyptien se rend compte que l'entraîneur marocain Sort le meilleur joueur, alors qu'il y en a un qu'il pouvait sortir, qui était à la peine. qui était à la peine, et il ne le fait pas, là il comprend tout de suite que son homologue de l'autre côté est en train d'être déstabilisé et perd pied. Donc tu penses que ce rapport psychologique qui s'est inversé, vraiment ce rapport de force, a fait en sorte que l'Égypte, lors des prolongations, marque par Trezeguet, qui reçoit une passe de Mohamed Salah, parce que Mohamed Salah qui fait la différence sur le côté, il fait fin d'aller dans l'axe, et il part sur le côté. Je veux dire que c'est une action qu'on connaît tous, hein, je veux dire, si on examine un peu après avec la prolongation et tout, la fatigue. Mais bon, je veux dire quand même que l'Égypte, malgré tout, n'est pas une équipe depuis le début de cette CAN qui impose. L'Égypte, c'est une équipe qui se sert des erreurs de l'adversaire, qui se sert des failles, et une équipe plutôt à réaction qui essaie de voir là où ça blesse et qui va piquer. Donc une victoire logique des Égyptiens malgré tout. Et le Maroc qui s'est sabordé, comme on le dit. Ouais, quand même, parce que c'est vraiment cet ascendant psychologique qui a tout changé, parce que quand on voit de l'autre côté, on a le gardien égyptien, même sur blessure, il continue quand même de jouer. Donc c'est là où on se rend compte que c'est une sorte de message. On comprend que voilà, les gars, ils veulent rien lâcher jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'ils sont presque à la limite de pouvoir réaliser quelque chose d'intéressant, d'important. Donc ils ne lâchent rien. C'est comme un coureur de marathon Qui reste 100 mètres. qui sait que voilà, ce sont les derniers kilomètres qui restent. Même s'il est à la peine, il cravache, mais il sait que s'il ne lâche pas, il aura quelque chose, une récompense au bout. Et c'est exactement la même chose avec cette équipe égyptienne pendant cette rencontre. Voilà, parfait. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On arrive au terme de l'analyse de ces quarts de finale. En tout cas, on vous dit merci toujours de nous suivre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à lâcher vos commentaires, à activer la cloche de notification. En tout cas, mon gars, comme d'habitude, pertinent, toujours les analyses propres. En tout cas, je te dis merci et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Rendez-vous pour analyser les demi-finales. Donc, soyez connectés, n'hésitez pas. Allez, ciao la team. Ciao mon gars. Merci.